Dans cette vidéo, on va s'intéresser à un aspect de l'architecture de notre logiciel, qui est la structure interne de notre code. On va se poser la question de comment est-ce qu'on va organiser notre code dans différents packages, comment est-ce qu'on va gérer les dépendances entre ces différents packages, avec un objectif assez simple qui est qu'on veut que notre code soit facile à maintenir dans la durée et donc qu'il soit facile à naviguer, facile à lire, facile à comprendre. Pas seulement pour nous qui allons écrire le code la première fois, mais aussi par les autres personnes qui vont faire la maintenance sur une longue durée. Donc, quand on parle de cette structure de pactage, on va en principe faire des choix par rapport au type d'application, par rapport à la complexité de l'application. Ce dont on va parler, c'est des choses qui sont vraiment importantes quand on développe du logiciel d'une certaine envergure et de nouveau qu'on imagine devoir maintenir pendant pas mal d'années. Donc, la structure qu'on va présenter, qu'on va mettre en place petit à petit est inspirée de différentes approches euh, qu'on ne va pas décrire complètement dans cette vidéo, mais que je vous encourage à creuser. Il y a beaucoup de ressources sur le web. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir certains aspects de ces différentes approches. Je vais les implémenter. Nous allons les implémenter ensemble. Et donc, vous allez être exposé à ces éléments, mais on ne va pas forcément faire un traitement théorique de ces différentes architectures avant de commencer à coder. On va plus le voir en pratique. Et puis, par après, on fera une synthèse et on reviendra sur ces notions. Donc, quelques pointeurs pour vous orienter si vous avez envie de creuser, de faire des lectures, de regarder des vidéos. C'est des sujets qui sont souvent traités dans des conférences de développeurs et c'est souvent un très très bon moyen de développer ses connaissances et ses compétences. Donc, la première approche, c'est ce qu'on appelle l'architecture hexagonale, qui a aussi un nom de port and adapters, euh, puisqu'on se base sur une métaphore de connecteurs comme les prises par exemple, ou ici les ampoules sur lesquelles on va pouvoir venir fixer des éléments externes, mais on s'est mis d'accord sur un standard, sur une interface. Et c'est ce qui permet finalement d'utiliser ici différentes ampoules de différents fournisseurs, mais de les connecter euh, de la même manière. Donc si on vient sur le schéma qu'on a vu ici, l'élément important, c'est que vous voyez, il y a ce cœur ici, ce qui s'appelle ici l'application, ce que nous on va appeler le domaine plus tard. C'est vraiment le code qui décrit la logique métier. Finalement, c'est du code qui est indépendant de n'importe quel framework, c'est du code qui est indépendant des interfaces utilisateurs, c'est du code qui est indépendant du type de base de données qu'on utilise, c'est du code qui est indépendant de services externes qu'on pourrait appeler. Et c'est un des principes d'architecture très importants et qu'on va retrouver sur toutes ces variantes qui finalement sont très très proches les unes des autres. Donc ce qu'on va toujours essayer de faire, c'est de garder ce cœur ici pur et donc de ne pas avoir de dépendance quand on écrit du code ici sur des choses techniques, sur des frameworks techniques. Ça, c'est la première règle d'or quand on structure bien notre code. Pourquoi est-ce qu'on a un hexagone? Ben, vous voyez qu'ici, il y a ces deux aspects. C'est ce que dans l'article ici, on appelle les ports primaires ou les driving ports. Et c'est finalement ce qui va permettre d'utiliser l'application, donc ce qui va être présenté aux utilisateurs, mais c'est aussi ce qui va être utilisé pour écrire des tests automatisés.
L'idée, c'est que j'ai du code et j'ai des règles métiers. Je vais pouvoir peut-être utiliser une interface web, peut-être une API REST, peut-être une interface ligne de commande, peut-être des tests automatisés. Je vais taper sur cette façade ici. Et puis finalement, je vais arriver sur le code métier. Mais je ne vais surtout pas dupliquer de la logique métier par rapport aux différentes interfaces que j'ai. Donc on va vraiment bien séparer ces choses pour qu'on puisse remplacer une interface web par une API REST, une interface web écrite avec un framework par une autre interface web écrite avec un autre framework. De l'autre côté, c'est la même chose, mais c'est ce dont l'application a besoin. Donc, typiquement, c'est la persistance. J'ai besoin de pouvoir stocker mes objets métiers. Est-ce que je vais utiliser une base de données relationnelle? Si oui, laquelle? Est-ce que je vais utiliser une base de données NoSQL? Je vais toujours essayer, dans la mesure du possible, de m'abstraire du mécanisme de persistance pour pouvoir remplacer une base de données par une autre. Et puis, ce côté ici, le dernier côté de l'hexagone, c'est des services externes que je vais utiliser. Imaginons un service, si je suis en train de développer une application qui a besoin de flux financiers, j'ai différents services externes qui fournissent ces données. J'aimerais pouvoir remplacer un service externe par un autre, et donc je vais m'appuyer sur une interface standardisée, je vais écrire des couches qui vont m'isoler de l'implémentation spécifique. Une autre architecture, c'est ce que l'auteur ici a appelé l'Onion Architecture, qui a beaucoup d'éléments en commun. On ne voit pas très bien l'image ici, mais on voit qu'on a quelque chose qui est concentrique, avec au milieu le domaine métier. C'est donc tout le code qui va décrire nos règles métiers, nos objets métiers, qui doit être pur et qui ne doit pas avoir de dépendance sur des frameworks techniques. Ensuite, on va s'extraire, on va s'écarter du centre, et puis vous voyez qu'à l'extérieur, on a l'interface utilisateur, donc ça va être par exemple nos interfaces web. On a l'infrastructure, c'est ce qui va notamment considérer la persistance et le stockage des données. Et puis on a les tests qui sont aussi à l'extérieur. Et donc ce qu'on peut faire, c'est quand on est à l'extérieur, on peut avoir des dépendances sur le domaine, mais l'inverse n'est pas vrai. Et c'est de nouveau important de bien séparer les choses, de bien isoler les différentes parties de l'application. Vous voyez qu'ici on parle du principe d'inversion de dépendance. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais c'est une notion qu'on retrouve dans l'architecture hexagonale, dans l'architecture Onion, et dans cette architecture ici, la Clean Architecture, qui a été proposée par Bob Martin, où on retrouve de nouveau quelque chose de très similaire. Donc si on lit les détails de ces trois styles d'architecture, on va avoir quelques différences. Quand on regarde après des exemples de code où des gens appliquent ça en écrivant du code Java ou du code .NET ou du code PHP, ils font des choix, donc on va chaque fois avoir quelques petites différences. Et puis dans le code qu'on va écrire ce semestre, ça va de nouveau être quelque chose où on va s'inspirer de ces recommandations. On ne va pas suivre les choses à la lettre, on va de temps en temps s'écarter un petit peu, adapter un petit peu. Et puis, c'est aussi quelque chose qui évolue. Donc, on va voir une structure, on va mettre en place une première structure aujourd'hui. Probablement qu'à la fin du semestre, on aura déplacé quelque chose, parce qu'au fur et à mesure que le code grandit, on vit dans le code base, on voit des choses qui permettent
de faciliter la lecture ou la maintenabilité. Donc c'est quelque chose qui évolue. L'idée, c'est d'écrire suffisamment de tests pour qu'on puisse faire ces changements de structure interne sans altérer le comportement du code. Encore un pointeur, quelque chose qui est un peu lié à ces éléments, c'est le Domain-Driven Design, qui est une idée qui date de bien quelques années, mais qui est très très actuelle. Et il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train de se mettre au Domain-Driven Design. C'est quelque chose qui est surtout pertinent quand on a des applications avec des domaines métiers très riches, avec beaucoup de règles métiers. Si vous faites une petite application où vous voulez juste persister des données dans 2 tables d'une base de données relationnelle, c'est probablement pas une bonne idée de tout appliquer les concepts du domain-driven design. Ça serait une architecture trop complexe pour ce besoin. Néanmoins, il y a beaucoup d'idées dans le domain-driven design et il y en a certaines qu'on peut appliquer dans plus ou moins n'importe quelle application. Donc, comme je le disais avant, on ne va pas faire un traitement théorique du domain-driven design, mais au fur et à mesure, dans les exemples de code que je vais montrer, eh bien, il y a des idées qui sont inspirées de cette approche. Il y a une terminologie qui a été introduite dans le premier bouquin sur le domain-driven design. Cette terminologie, on va l'utiliser dans les exemples. Donc, du coup, vous allez ce semestre faire du DDD, mais sans forcément qu'on le dise explicitement. C'est intéressant de regarder des exemples de code, vous en avez sur GitHub. Et puis ce qui est intéressant, c'est si vous faites des recherches sur architecture hexagonale avec Spring ou Clean Architecture avec Spring, vous allez trouver beaucoup d'articles récents où on va vous montrer comment concrètement appliquer ces principes d'architecture sur du code Java. Ici, vous avez la même chose pour d'autres frameworks. C'est intéressant parce que là, vous allez voir vraiment des exemples de code et puis ça va concrétiser les choses. Et c'est ce qu'on va faire dans le projet ce semestre. On va construire du code et on va appliquer ces principes. Mais nous, on va vous montrer une façon de faire les choses. C'est toujours bien de comparer, de regarder. C'est aussi des choses qu'on a lues et dont on s'est inspiré, mais de nouveau qu'on n'a pas appliqué à la lettre ou qu'on a des fois adapté. Vous voyez la même chose si vous faites une recherche sur DDD et Spring, vous allez aussi trouver des vidéos, des articles où on vous explique concrètement comment appliquer les choses. Voilà, alors ça c'était une introduction un petit peu pour poser le cadre. Maintenant on va revenir sur des choses très concrètes. Vous voyez que j'ai ici créé une issue dans mon projet GitHub qui est de créer la première structure de paquetage Java pour notre projet, puisque sur les dernières vidéos, on avait mis en place juste le projet avec OpenLiberty. Vous vous souvenez qu'on a aussi notre premier pipeline GitHub Actions pour compiler le code et produire une image Docker. Donc maintenant, on va préparer la première arborescence de paquetage pour pouvoir après écrire notre code. Alors, je vais venir dans IntelliJ. On voit ici qu'on a notre arborescence. Et donc, ce que je vais commencer à faire ici, c'est créer un premier paquetage que je vais appeler domaine. Donc, dans domaine, c'est là où on va mettre nos objets métiers.
On verra plus tard qu'il y a les termes d'entité, de value objects, d'aggregates. C'est le genre de choses qu'on va placer dans ce dossier. Et donc, ce qui est important, tout ce qu'on écrit là-dedans doit être indépendant de l'extérieur, de l'infrastructure, de l'interface utilisateur. Donc, si vous avez là-dedans du code qui utilise des servlets ou des connexions JDBC, vous avez fait quelque chose de faux. Donc ça, c'est vraiment important. On veut garder cette partie-là pure et indépendante de ces choses techniques. On va faire un deuxième pactage ici qu'on va appeler infrastructure. Et donc l'infrastructure, c'est cette chose technique où on va de temps en temps avoir des variantes, où c'est quelque chose que tout à coup on va vouloir remplacer. J'utilisais une base de données et pour une certaine raison, j'ai envie de la remplacer. Donc, infrastructure, il y a des différents types de services, mais une chose qu'on va trouver plus ou moins tout le temps, c'est ce qui va considérer la persistance. Donc, là-dedans, plus tard, on ajoutera du code où, très concrètement, on se connectera à une base de données relationnelle dans l'objectif de stocker des objets métiers. Donc, quand on va écrire ce code ici, là, on aura une dépendance sur des choses qui sont définies dans le modèle, dans le domaine. Ce qu'on verra, c'est que dans le domaine, on va définir l'interface d'un service de persistance. Et dans ce pactage persistance, on fera une implémentation de l'interface. C'est le principe d'inversion de dépendance dont on avait vu la mention dans un des articles au début de la vidéo. De l'autre côté, on va faire ici un pactage qu'on va appeler UI pour User Interface. Donc, ce n'est pas une Graphical User Interface, c'est une User Interface. Et là-dedans, je vais avoir tous les canaux qui permettent aux utilisateurs d'exploiter le domaine, d'interagir avec le domaine. Donc, ce qu'on va faire au départ, c'est une interface utilisateur qui utilise le web. Et donc, ce qu'on avait commencé à voir dans le cours et dans les premiers labos, c'est dans ce code ici qu'on va écrire des servlets. Donc, vous voyez qu'ici, on va avoir des dépendances, on va utiliser des frameworks techniques. Et puis, c'est des choses qu'on veut pouvoir changer, mais si on change ça ici, on ne devrait pas avoir d'impact, on ne devrait pas influencer ou nécessiter des changements dans le domaine. On veut vraiment garder les choses bien séparées. Le dernier pactage que je vais introduire ici, c'est un pactage que je vais appeler application. Et dans ce pactage, on verra qu'il y a du code avec deux objectifs un peu différents. Le premier objectif, c'est de fournir une façade, c'est un terme qu'on voit assez souvent, qui va quelque part faire le lien entre le domaine et les interfaces utilisateurs. Donc quand je suis en train d'écrire mon interface utilisateur, que j'écris un servlet et que je reçois une requête HTTP de l'utilisateur, ce que j'ai envie, c'est de faire quelque chose au domaine. Alors, ce qui est assez pratique, c'est d'identifier ces choses qu'on peut faire, de les implémenter dans cette couche application
Et puis après, c'est l'application qui va manipuler les objets du domaine. Ce n'est pas directement les servlets qui vont manipuler les objets du domaine, l'écrit, mais très souvent, on va passer par cette couche d'application avec les use cases qui sont appelés. Si vous regardez ces styles d'architecture qu'on a vu au début de la vidéo, le terme de use case, c'est ce qu'on trouve dans cette couche ici. L'autre chose qu'on va faire dans l'application, c'est là aussi où on va constituer notre système. Hein. Dans l'architecture hexagonale, on a ces interfaces qui sont définies, on a plusieurs services qu'on peut plugger du côté gauche et du côté droit. Et ben, dans cette partie application, c'est là où on va aussi connecter les choses. Donc, on parlera plus tard d'injection de dépendances. C'est dans cette couche application qu'on va aussi faire gérer les dépendances entre les différentes parties de notre application. Donc ça, c'est ce qu'on va commencer à utiliser. Je vais faire dans une autre vidéo une première tranche où on va considérer une première entité, une première fonctionnalité, et puis on va remplir ça avec des classes Java. Ce que je vais aussi faire ici, rapidement, c'est regarder ce qui se passe dans Web App. Donc là, on est dans un contexte spécifique Jakarta EE, ou disons Java Web. On va trouver la même chose avec différents frameworks. Pour le moment, j'avais juste ce fichier HTML statique. Et donc, ce qu'on avait vu la semaine passée, c'est que tout ce qui est dans WebInf ne peut pas être accédé directement depuis l'extérieur. Donc, c'est une bonne pratique de mettre nos vues JSP, nos pages JSP dans WebInf. Comme ça, on est obligé de passer par un contrôleur, par un servlet pour y accéder. Et puis, ce que je vais aussi faire, c'est un dossier fragment, puisqu'on avait vu que très souvent, on a du code HTML qui se répète d'une page à l'autre, et on a envie de pouvoir le factoriser pour pouvoir réutiliser ces bouts de code HTML communs dans les différentes pages. Et de la même manière, quand on a des pages qui sont assez complexes, avec beaucoup de parties, pour que le code soit facile à lire et à maintenir, c'est bien de pouvoir le séparer en petits bouts. Il y avait l'idée, par exemple, de la page qui affiche la liste des questions dans Stack Overflow. Si on peut isoler l'affichage d'une question avec le texte, le titre, les votes, et si on peut mettre ça dans un petit fichier, l'écriture de ce bloc question va être facilitée. Donc ça, c'est ce qu'on va faire. OK, alors là, j'ai mis en place la structure. Pour le moment, je ne peux pas committer ça directement, puisque je n'ai pas de dossier. Il faudrait que je crée des fichiers vides pour pouvoir committer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter la vidéo ici. Et puis dans la vidéo suivante, on va faire une première tranche avec du code dans les différents endroits ici.